Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quantum sur l'actualité de tout ce qui touche au quantique, ou en tout cas on essaye, avec toujours Olivier Zrati. Bonjour Olivier, hein. Salut! Et donc moi-même Fanny Bouton. Et donc on est parti. Alors on va commencer par le calendrier des événements prévus, parce que mine de rien, il y en a pas mal auxquels tu vas participer Olivier et moi-même. Alors en premier, tu as un panel Quelques femmes du numérique avec des chercheuses du quantique le 3 mars, je crois. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, ça change, n'intervient pas cette fois-ci. C'est toi qui anime, hein. C'est vrai que c'est moi qui anime. Voilà. Donc c'est un panel avec trois chercheuses qui sont toutes du CNRS, c'est leur point commun, mais elles ont des différences, heureusement. On va commencer par Alexia Ofev, qui est basée à Grenoble, qui est à l'Institut Néel du CNRS. Alors, elle a plusieurs cordes à son arc et spécialités. Il y en a une qui est très intéressante, c'est l'impact énergétique de l'ordinateur quantique. Elle est spécialisée, entre autres choses, hein, dans l'évaluation de l'avantage énergétique des ordinateurs quantiques, et elle travaille là-dessus de manière très sérieuse. Et puis, elle a un deuxième rôle qui est très intéressant, c'est qu'elle coordonne en fait ce qu'on appelle le hub à Grenoble, c'est-à-dire les efforts communautaire et commun de l'ensemble de la filière quantique de Grenoble. Et c'est notamment une fan d'une discipline presque nouvelle qu'on peut appeler l'ingénierie quantique, qui consiste à essayer de rapprocher les différentes disciplines de l'ingénieur d'un côté, des scientifiques de l'autre et des chercheurs pour aller jusqu'à la création d'ordinateurs quantiques. Ensuite, on a Pascal Sénard, qui elle est basée à Palaiseau, qui est directrice de recherche également, qui est cofondatrice de Candela, qui est une start-up qui fabrique des sources dites uniques de photons, donc qui ont plein d'usages, hein, aussi bien dans les télécommunications que dans l'informatique quantique. Et surtout, elle est aussi la coordinatrice du hub du côté de Saclay. Donc en fait, c'est le pendant d'Alexia du côté de Saclay, sachant que le hub de Saclay, il avait été annoncé le 26 novembre dernier, si je ne m'abuse. Et puis, en dernier lieu, nous avons Elam Kachefi, qui est d'origine iranienne, qui à l'origine est mathématicienne, mais qui s'est intéressée à l'informatique quantique, et qui a à son arc un nombre de créations absolument incroyables. Elle est à l'origine de plusieurs concepts fondamentaux d'informatique quantique, aussi bien pour le calcul quantique que pour notamment ce qu'on pourrait appeler le calcul distribué quantique. Mhm. Donc, elle a inventé une technique qui s'appelle le blind computing, qui permettra à terme de distribuer des traitements sur plusieurs sites, plusieurs ordinateurs quantiques. Donc, et par ailleurs, elle est cofondatrice d'une startup qui s'appelle VeryCloud et qui vise à créer un middleware, donc c'est-à-dire une couche logicielle pour justement gérer les télécommunications quantiques. Donc voilà les trois chercheuses et entrepreneuses pour les deux dernières que nous allons voir le 3 mars. Donc on vous invite à vous inscrire. Les liens circulent un peu partout dans les réseaux sociaux. Oui, on les repostera aussi, que vous puissiez vous inscrire. Mais c'est Alors, pas tout. c'est pas tout, hein. Alors vas-y, dis-nous tout. Ah non, c'est toi qui vas nous dire. C'est toi, on intervient 2 fois de suite à 42. Oui, Ouais. exactement. On a, en fait, il y a la semaine d'avant et après, en fait, ça doit faire le 29 et le février, le 7 mars. Alors, il y en a un, c'est avec Startup for Teens, qui est un pendant de Startup for Kids de Sharon Schoeffer, où on va expliquer que, en effet, le quantique, c'est tout à fait pour les jeunes femmes et pour les femmes. Et donc voilà, on sera en compagnie de Tara Messman, qui a 15 ans et qui est aussi une des petites génies, on va dire, hein, en mathématiques et en code. Elle est hyper passionnée. Elle Elle a nous aide. 16 ans maintenant. Elle a 16 ans maintenant. Ouais. Ouais, elle a Ça 16 ans. passe Ouais. trop vite. C'est notre égérie chez les jeunes et Voilà, qui elle nous illustre aide bien le fait qu'une jeune fille peut s'intéresser à ces sujets, quoi. exactement, et elle vulgarise très bien. Elle a remis une couche Jones en plus sur tout ce qu'on essayait de vulgariser sur le quantique. Et puis, on remet ça le 7 mars, alors ce coup-ci avec l'école 42 et puis les Digital Ladies, donc pareil, une conférence pour expliquer pareil comment faire venir les femmes dans le quantique, pourquoi c'est hyper important d'y participer et qu'il ne faut absolument pas avoir peur. On expliquera un peu ce que c'est quand même au passage, hein, parce qu'on ne part pas de zéro. Exactement. On ne va pas partir de zéro. Ouais. Et à quoi ça va servir aussi? Parce que c'est Mm. ça qui est important, c'est on se rend compte que les jeunes femmes, elles ont besoin de comprendre à quoi ça va servir et dès que elles voient la notion d'écologie, de santé, etc., elles se disent il y a des choses à faire. Et c'est assez marrant comment des fois c'est pas par le on va coder ou c'est la façon dont on passe le message Mm. qui va les attirer dans le secteur. C'est assez bien, c'est assez intéressant. C'est l'usage qui compte, comme on dit. Ouais. Exactement. Il y a d'autres événements. Il y a le 28 février, il y a BNP, hein, et sa communauté aussi qui se réunit, je crois.
Oui, tout à fait. Et puis on en a quelques autres encore. Alors ça Exactement. vise sur mars et avril. Ouais, le 11 mars, il y aura un événement Quantonation avec BPI France sur la sécurité quantique pendant la Deep Tech Week. Et puis, tu interviendras aussi à Chalon-sur-Saône le 9 avril pour Nice et Fort-Cité, pôle d'ingénierie numérique en Bourgogne-Franche-Comté. C'est Oui, ça? donc là, je fais un one-man show pour expliquer le quantique sur, je ne sais plus, une heure et demie, à Chalon-sur-Saône. Donc comme Bon, quoi, voilà. toute la France s'y intéresse, c'est bien. Oui, 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 ça commence à tourner beaucoup. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas à suivre nos réseaux pour vous inscrire. En fonction, on mettra les liens pour chaque événement. Alors maintenant, on va parler actualité politique, parce que là aussi, ça a bougé. Le quantique, ça commence à remuer dans toutes les Ça sphères, frétille. ça Ouais. frétille, hein. Alors en premier, c'est le président de la République qui évoque le quantique dans des outils stratégiques dans un discours à l'école de guerre qui a eu lieu le vendredi 7 février 2020. Est-ce que tu veux commenter un petit peu son intervention? Bon, pas trop en détail, c'est un contexte un peu particulier. Il a intégré ça dans un discours où il parle de l'arme nucléaire et de l'autonomie stratégique française. Bon, et effectivement, il se trouve que le quantique fait partie des outils stratégiques pour un pays. C'est pas pour rien que la Chine, les États-Unis et tout un tas de pays dans le monde investissent des milliards pour essayer de maîtriser cette technologie. La raison pour laquelle c'était remarquable, c'était que c'est la première fois que le président prenait la parole sur le mot quantique, en fait. Il ne me semble pas qu'il a utilisé dans des discours récents, et on espère qu'il en parlera un peu plus. Il semblerait, d'après Cédrico, qui était interviewé par Richard Menveux il n'y a pas longtemps, que le président s'implique dans l'annonce du plan quantique qui sortira des travaux du gouvernement qui ont lieu en ce moment. Mhm. Donc, bon, en tout cas, pour la communauté du quantique, c'est un bon signe, tout ça. Alors, on a eu aussi Il y en avait un autre, hein. C'était oui, le... ouais. le rapport Potier, hein, aussi, non? Voilà, oui, oui, effectivement, le rapport Potier, c'est un excellent signe également. C'est le résultat d'un long travail du Conseil supérieur de l'innovation qui est piloté par Bercy. Euh, le, euh, En fait, le patron d'Air Liquide s'était vu confier une mission pour Mhm. identifier les grands domaines industriels où l'État devrait investir spécifiquement pour préparer l'industrie de demain. Alors ça revient régulièrement, hein, c'est un marronnier qui tous les 5 ans revient au niveau de l'État. Et en fait, cette commission a proposé une trentaine de sujets sur plus de 70 candidats. Et sur la trentaine de sujets, il y avait 10 priorités. Et dans les 10 priorités, il y a le quantique. Des Donc, priorités industrielles d'ailleurs, hein, voilà, des priorités industrielles. Alors, il y a d'autres priorités. Il y en avait beaucoup dans l'agriculture, il y en a dans les matières premières, il y en a dans les matériaux composites, il y en avait dans l'hydrogène, il y avait tout un tas d'autres sujets, la cybersécurité également, pour le Mhm. côté informatique. Et le fait que le quantique apparaisse là-dedans, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que euh, le sujet pouvait être perçu comme étant marginal au départ et maintenant il émerge comme un sujet stratégique. Ça veut dire qu'il y aura probablement des moyens de financement à la hauteur des ambitions, j'espère en tout cas, qui arriveront. Alors, il y avait juste un petit détail qui manquait dans le rapport, c'est qu'il y a un beau tableau dans le rapport qui fait la comparaison des différents secteurs. Et il y a une colonne qui était l'impact sur l'environnement, et elle n'était pas remplie pour le quantique. Moi, j'aurais bien Ah, mis une croix, parce que, bah, oui, l'ordinateur quantique, il a deux impacts sur l'environnement. Il y en a un qu'on a vu tout à l'heure pour ce qui concernait Alexia, qui est le fait que l'ordinateur quantique va consommer beaucoup moins d'énergie que les supercalculateurs pour les calculs pour lesquels il sera destiné. Et puis, il mhm. y a un deuxième point, tu l'as cité toi-même, il y a des applications de l'informatique quantique dans le calcul quantique qui contribueront à faciliter le travail des chercheurs qui travaillent dans les questions environnementales, matières premières et autres. Donc, sur ces deux aspects, et consommation et impact sur la recherche, l'informatique quantique va avoir un rôle sur l'environnement. Alors, si on nuance les choses, évidemment, ça prendra peut-être un laps de temps. Il y a une urgence climatique qui fait qu'il faut faire tout un tas de choses sans attendre l'informatique quantique, mais à terme, l'informatique quantique jouera un rôle. Bon, très bien. Alors, on va aller un petit peu plus loin, on va aller en Russie, hein, non, pardon, on va aller en Inde. En fait, c'est après les Ouais, Russes, en ouais, décembre 2019, c'est ouais. l'Inde qui a annoncé un plan début février, 1,12 milliard sur 5 ans. C'est au même niveau que le plan annoncé par les USA en décembre 2018, en sachant d'ailleurs que la Maison-Blanche veut couper les budgets de la recherche un peu partout, sauf dans l'IA et le quantique, voire même doubler la mise, et que ça doit maintenant passer par le Congrès. Est-ce que tu veux commenter un petit peu cette actualité-là? Bah, c'est marrant parce que ça fait suite à une annonce des Russes qui datait de décembre. Il y avait eu aussi une annonce israélienne, mais qui était une demi-annonce, c'est-à-dire qu'il y avait un comité israélien de chercheurs qui recommandait au gouvernement israélien d'investir de leurs 350 millions d'euros, mais ça n'a pas été fait encore, Mhm. euros ou dollars, je ne sais plus. En tout cas,
ce qui est clair, c'est qu'il y a une mobilisation de tous les pays développés ou semi-développés sur le quantique. Tout le monde s'y met. Le fait que la France ait publié un rapport, donc le rapport Forteza, le 9 janvier dernier, bah, ça a contribué à activer, je dirais, le buzz au niveau des États. Donc, en gros, tous les États veulent en être, quoi. Bon, Ce qui fait que écoute, ça va être une bataille concurrentielle ardue. C'est un peu ce qui ressort pas forcément très bien c'est du ce qu'on rapport Potier, disait mais depuis hein 2 ans, c'est qu'il y a un ouais. enjeu de souveraineté au niveau de l'État qui est quand même des États qui va être quand même Oui, mais important. justement, la difficulté quand tous les États veulent obtenir les mêmes résultats en parallèle, c'est quelles sont les bonnes stratégies. Oui. Et les stratégies, bah, il faut les déterminer. Et une stratégie, c'est pas faire comme les autres. Donc, les stratégies, ça nécessite de faire un certain nombre de choix ou d'orientations. Il peut y avoir des choix qui sont les filières qu'on favorise par rapport à d'autres. Dans l'apport Forteza, il y a un certain nombre de propositions qui sont faites dans ce sens-là. Il y a aussi des choix sur les méthodes. Donc, je pense que c'est dans les méthodes de travail que potentiellement un pays peut faire la différence. Et on a identifié, pour ce qui est de la France, des méthodes de travail sur la collaboration entre les chercheurs entre eux, entre les chercheurs et les ingénieurs. La transversalité des disciplines quantiques est extrêmement importante à gérer. Il va falloir aussi beaucoup investir sur la partie logicielle, algorithmique, parce qu'on est plutôt faible en France en ce moment, alors pourtant on a une école mathématique qui est connue. Donc il y a beaucoup de choses à faire d'un point de vue très pratique, qu'on peut dire à la fois tactique et stratégique, pour faire la différence. Il faudra être malin, parce qu'on n'aura pas les mêmes moyens que les Américains et les Chinois, et donc il faudra être malin dans la manière de procéder. Et le fait d'être malin, c'est souvent lié aux ressources humaines. C'est comment on a les bonnes personnes au bon endroit qui travaillent bien ensemble. Voilà, et on sait qu'on a quand même un bon panel de personnes humaines plutôt bonnes dans le milieu. Exactement. Donc, il est temps de s'en préoccuper. Alors, on va passer à l'actualité scientifique après l'actualité politique. On va expliquer pourquoi elle est toujours difficile à interpréter. Hein. C'est pas toujours, quand on a vu le quantique depuis 2 ans, on s'arrache les cheveux et on a perdu beaucoup plus que moi d'ailleurs. Mais Ça date d'avant le quantique. Hein. ça t'a dit d'avant le quantique, bon. Mais donc, les Australiens et les qubits de spin avec des électrons hors couche de valence. Est-ce que tu peux nous en dire plus? J'aime beaucoup. En fait, j'ai pas tout compris, mais les équipes de UNSW, qui est une grande université australienne, qui d'ailleurs collabore avec le LETI à Grenoble sur un certain nombre de dimensions, ils ont publié un truc qui n'est pas évident à piger. En gros, ils ont eu l'idée de créer des qubits, non pas avec des électrons qu'on piège dans des puits de potentiel classiques, mais en contrôlant le spin d'électrons qui sont dans les couches intermédiaires d'atomes. Alors, je ne sais plus comment si c'est du silicium ou autre chose. Mais alors, ils expliquent qu'ils font des atomes artificiels dont ils enlèvent le noyau et ils aplatissent le nuage d'électrons. Alors, j'ai rien compris, je n'ai pas compris comment ça marchait, mais en gros, ils expliquent que ça permet d'avoir des qubits plus stables. Le petit détail que j'ai vu dans le papier, parce que j'essaie de trouver les lézards, hein, quand je tombe sur un papier scientifique, ils n'expliquent pas comment ils gèrent l'intrication. Donc, c'est bien d'avoir un qubit stable, mais si tu ne peux pas l'intriquer avec ton voisin, ça peut être gênant. Mais ça fait partie des papiers scientifiques que je reçois tous les jours. Hein. Tous les jours, il y a des publications qui sortent et c'est jamais très, très évident de savoir. Il y en a un deuxième qui est un papier d'un journal israélien qui fait la promotion d'une startup qui s'appelle Quantum Machines. Alors, tu as 3 chercheurs israéliens, ils sont présentés comme étant les gars qui vont faire la révolution dans le quantique, ça y est, ils ont tout compris, les autres sont foutus et Google et IBM vont être ratissés. Et là, tu regardes en détail, tu dis, bah oui, ils ont une méthode hardware et software de contrôle de qubits supraconducteurs. Tu dis, ok, bon, bref, les superlatifs. Non, mais les superlatifs sont toujours à prendre avec des pincettes, c'est-à-dire que tous les jours, on voit des papiers arriver et il faut vraiment prendre du recul. Et je peux te dire que moi-même, bon, qui suis dans une situation un peu intermédiaire. Je ne suis pas scientifique comme un chercheur, mais je ne suis pas un lambda dans le quantique, je suis entre les deux. Bah, j'ai quand même vachement de mal à évaluer tout ça. Ce n'est pas évident du tout et il faudrait à chaque fois poser des questions à des chercheurs. C'est pas évident de savoir qu'est-ce qui est du lard et du cochon, et il y a vraiment tu peux même pas. Et en plus, le paradoxe, c'est que tu ne peux même pas poser forcément la question à des scientifiques que tu connais parce qu'ils n'ont pas forcément eu le temps de lire les papiers. Donc il y a un laps de temps pour digérer toute cette littérature scientifique qui arrive régulièrement. Ok. Bon. À côté de ça, il y a un livre blanc du CIGREF sur le quantique qui a été sorti, Comprendre l'informatique pour se préparer à l'inattendu. Ça rappelle un autre e-book un peu plus conséquent qui est sorti en 2019 d'un certain Olivier Ezrati. Non, donc là, il a été créé par Frédéric Lowe. 40 pages, c'est un exact summary, on peut dire quand même, de ce que tu as fait, moi je trouve. Mais c'est intéressant parce que c'est bien, 40 pages, ça va être plus facile à lire pour certains. C'est clair que c'est l'objectif. Hein. Frédéric a fait un très bon travail. Frédéric, il a réuni
de manière assez visionnaire une sorte de groupe de travail auquel j'ai participé depuis presque 2 ans. Moi, je Mhm. les ai vus au début de l'année 2019, donc avec en gros des responsables informatiques de différentes entreprises. C'est là où j'ai découvert Marc Porcheron d'EDF, par exemple, ou d'autres encore, de la Banque de France ou de grands comptes français. Et il les a fait plancher avec des témoignages de différentes personnes comme Philippe Duluc d'Atos sur l'état de l'art et disons, l'état des lieux. Et il a produit ce livre blanc pour sensibiliser les DSI dans les grandes entreprises sur le besoin de s'intéresser au sujet. Et alors, il y a plein de raisons de s'intéresser au sujet, on les connaît, on les évoque déjà régulièrement. Il y en a une déjà qui est la question de sécurité, puisque l'ordinateur quantique oblige à s'intéresser aux questions de chiffrement des données, Mhm. mais aussi pour comprendre le potentiel du calcul quantique et des télécommunications quantiques d'une manière générale. Dans le futur de l'IT. Ça ne veut pas dire que les directeurs informatiques vont tout de suite faire des choses avec, mais ça veut dire qu'il y a des choses à évaluer. Pour moi, le best practice, ça reste Total en France, hein, dans les entreprises utilisatrices. Je mets Mhm. Atos et Thales de côté, qui sont producteurs de quantique, mais Ouais. Total, ils ont une quinzaine de personnes. Ils ont commencé vraiment à évaluer les possibilités des algorithmes quantiques. C'est vraiment très intéressant comme démarche. Et beaucoup d'autres grandes entreprises françaises, dans la finance, dans la logistique, dans les transports, dans la santé, comme Sanofi, devraient s'intéresser à la question, quoi. Bah, d'ailleurs, cette semaine, moi, j'étais chez Octo qui se demandait quand il fallait commencer à en parler à leurs clients. J'ai dit, bah, c'était bien quand même de commencer en tout cas, les éduquer au vocabulaire dès maintenant. Et Ouais, c'est il faut intéressant. Pour l'instant, faut qu'ils se forment certains d'abord. pensent que c'est encore un petit peu tôt, mais en effet, il faut commencer à se former et à comprendre ce qui se passe. Et puis, alors, on va terminer parce que, mine de rien, ça bouge, y compris dans l'écosystème des startups quantiques. On en a 2 nouvelles cette semaine, quoi, ce mois-ci, qui sont arrivées. Voilà. Alors, il y a Alice et Bob. Arriver, on va dire, dans notre radar, hein, parce qu'elles existent depuis Voilà, quelques mois. c'est ça. Ouais. Mais en tout cas, dont on peut parler un peu plus. Donc, Alice et Bob, donc là, c'est des qubits supraconducteurs avec moins de bruit et de meilleure qualité. Donc, ils parlent d'un qubit de chat Schrödinger. Mais qu'est-ce que c'est, hein? Ils ont mis, C'est trop compliqué à expliquer et je ne pense même pas être en mesure de l'expliquer correctement. En tout cas, le principe de base, c'est qu'ils ont réussi ils essaient de valoriser en fait des travaux de recherche qui associent beaucoup de labos, hein. Il y a le laboratoire Pierre Aigrin de Normal Sup à Paris, il y mmh. a Normal Sup Lyon, il y a l'équipe quantique d'INRIA qui est une des 2 équipes quantiques de l'INRIA, il y a Mine Paris Tech, il y a même le CEA à Saclay, Ouais, donc qui est impliqué là-dedans. C'est très early stage, comme on dit, hein. c'est très recherche. Bon, ce qu'il y a d'intéressant, C'est vraiment très amont, mais bon, ce ça qu'il y a peut d'intéressant, c'est contribuer. ouais, ce qu'il y a Oui. d'intéressant, c'est qu'ils prévoient de créer un ordinateur, un prototype d'ordinateur quantique d'ici 2025. C'est un peu Oui, mais là-dessus. ça, c'est ce que disent toutes les startups qui veulent faire un ordinateur quantique, hein. Et en général, ce qui se passe, c'est que soit ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers, soit leur technologie va être utilisée par d'autres sociétés qui, elles, vont créer l'ordinateur. Donc, tout le monde ne peut pas avoir les moyens pour créer un ordinateur quantique complet. Il y a quand même beaucoup d'ingénierie nécessaire, même si une partie des pièces détachées sont relativement standards, comme les cryostats, hein, ces fameux systèmes de réfrigération qu'on peut acheter dans le commerce. Ça vaut assez cher, hein, ça vaut presque 1 million d'euros, je crois, dans les versions les plus chères. Mais on verra, on verra. J'ai du mal à me prononcer sur ce projet. Il m'a été évoqué par des copains investisseurs. Il est connu de l'écosystème et autour de Normal. Mmh. On verra ce que ça donne. Il y a probablement quelques étapes à franchir qui sont de nature purement scientifique avant d'être entrepreneurial, en fait, pour prouver que ça donne quelque chose, quoi. OK. Et puis on a C12 ou C12, je ne sais pas comment on dit, si c'est plus français ou anglais, mais en tout cas, c'est le nouveau Si nom tu es du international, tu prends le nom anglais, hein, si tu veux le ouais, vendre à l'étranger. C12. Donc, c'est le nouveau nom de CNT. Alors eux, c'est des qubits spin à base de nanotubes de carbone. Ça a été créé par Mathieu Desjardins qui vient aussi du LPA de l'ENS. Oui, tout à fait. Hem, Est-ce que tu as des choses à commenter justement sur cette Alors start-up? Mathieu, je l'ai rencontré il y a plus d'1 an. Je crois que je l'ai rencontré fin 2018. Il avait déjà commencé à bosser au travers de sa thèse à Normal sur cette notion de qubits à base de nanotubes de carbone. En fait, on peut considérer que les nanotubes de carbone, c'est une technique qui permettrait de piéger des électrons donc dans des nanotubes de carbone, hein, ça se comprend, et qui serait plus stable. Donc ça permettrait de faire des qubits plus stables. Donc c'est une sorte de variante de ce qui se fait à Grenoble avec des qubits silicium classiques. Et c'est une filière intéressante. Je ne sais pas du tout évaluer sa faisabilité technologique sur le long terme, mais c'est une filière intéressante. C'est un peu comme le cas précédent d'Alice et Bob. C'est probablement un bout de technologie qui servira à d'autres. Mmh. OK. Tout le monde n'a pas vocation à faire l'ordinateur en entier. Non. Chacun a vocation à faire avancer la physique
qui après peut être récupéré par d'autres créateurs de solutions. Ok, bon bah écoute, ça me paraît pas mal. Je crois qu'on a fait un peu le tour de toute notre actualité de ces 15 derniers jours, hein, depuis la dernière fois qu'on s'était vu. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah, il y a quelques autres startups qu'on peut citer quand même, que je vais rencontrer d'ailleurs pour Ah certaines. oui, non, pardon, oui, il y avait Ouais, Qubit il y Pharma a, dont tu fais voilà. aussi, j'avais Ouais, il y raté. a Qubit Pharma qui va intervenir dans une conférence que BPI organise le 23 juin, on aura l'occasion d'en reparler, qui Mhm. est la seule startup à ma connaissance en France qui s'est lancée dans la simulation de dynamique moléculaire pour le monde de la chimie et de la santé. Donc c'est intéressant d'avoir quelqu'un en France qui s'intéresse à ça. Il y a Ouais. déjà une ou deux boîtes en Allemagne, il y en a eu deux ou trois aux États-Unis et au Canada. Et puis il y en a une autre que je vais rencontrer cette semaine qui s'appelle Quantphi, qui est dans la finance, donc qui est un des domaines d'application de l'informatique quantique. Donc c'est intéressant, j'ai essayer de regarder ce qu'ils font régulièrement pour enrichir le long inventaire des startups du quantique qui est dans mon e-book que je vais mettre à jour dans le courant de l'année. Donc c'est intéressant de voir que l'écosystème français des startups se développe. On doit bientôt, je pense qu'on va être à une vingtaine de startups en France, dans le quantique, tout confondu. C'est pas mal. C'est bien, Dans le rapport c'est encore Forteza, il trop était peu. c'est trop peu. Bah, on va pas cracher sur la soupe. Dans le rapport Forteza, il est indiqué qu'il serait sympa d'en avoir une cinquantaine. Alors, je ne sais pas si c'est 50 de plus ou 50 en tout. Mhm. Bon, cinquantaine, c'est pas délirant compte tenu du sujet. Il ne faut pas non plus en avoir 1000. Hein. On n'est pas ni 300 ou 400 comme il y en a dans l'IA. C'est un marché qui est plus petit que l'IA. Mais c'est intéressant d'avoir presque, comme on dit en informatique, de la tolérance de panne. Il faut avoir beaucoup de startups pour que quelques-unes réussissent. Il faut aussi avoir de plus en plus de startups qui sont issues du monde de la recherche, mais avec un niveau de préparation suffisant. Hein. Il ne faut pas forcément passer directement de la recherche à l'entrepreneuriat. Il faut arriver à créer quelque chose qui n'est pas trop loin d'industrialisation quand on crée la startup. Donc, c'est un apprentissage en cours de l'écosystème, je pense ça, de voir comment les startups se créent, à quelle vitesse, avec quel timing, quels moyens financiers, quelle aide de l'État quand c'est approprié. Et ça sera un sujet qu'il faudra continuer à regarder très très près. Eh ben, écoute, merci Olivier, hein. On se retrouve normalement d'ici 15 jours pour le prochain podcast Quantum. Et puis, d'ici là, n'hésitez pas à nous poser des questions sur les réseaux sociaux. À très vite. Effectivement. Bye bye. Au revoir.